Bonjour à tous, bienvenue avec la voix de Louis. Ce soir, aujourd'hui, je vais vous raconter le dernier Noël de Pharaon. Je vous affirme que cette histoire que je vais vous raconter est strictement authentique. Elle est documentée de quelques photos familiales endommagée que j'ai reconstituée par l'IA récemment. Elle est documentée par des manuscrits d'époque écrits en temps réel et par des documents officiels des archives militaires, mais aussi par des photos officielles retrouvées sur Internet dans des circonstances qui, à elles seules, valent au moins une vidéo à part entière. Et croyez-moi, je ne vais pas m'en priver, vous serez très très étonnés. Cette histoire du dernier Noël de Pharaon a cheminé de bouche à oreille des descendants directs de Pharaon jusqu'aux miennes, sans doute afin que je vous la délivre comme une mission obsessionnelle, presque pathologique de ma vie, et ouais, depuis près de 65 ans où je l'entendis pour la première fois. Cette histoire raconte ma famille d'avant le XXe siècle, déjà intimement liée à l'histoire de France par le sang versé, dans des circonstances à peine imaginables, en regard de ce que nous vivons en France depuis quelques décennies. On y retrouve les paramètres sociaux, les paramètres politiques de 2025, là, au cœur de l'actualité immédiate, et c'est pour cela que j'ai décidé de créer ces podcasts vidéo étonnamment d'actualité. Cette première fois où j'entendis parler de Pharaon fut un de ces dimanches où les invités, les Husno, qui venaient de Pau, étaient venus manger à la maison, à Limbeil, à une trentaine de kilomètres. Cette famille nombreuse, comme la nôtre d'ailleurs, était la seule dont mes parents revendiquaient l'amitié depuis la rencontre des deux patriarches en 1934 au Maroc, alors jeune soldat dans un régiment de tirailleurs. Je crois que c'était le deuxième tirailleur, si je me souviens bien. Ces journées grouillantes qui réunissaient au moins 15 personnes autour de la table m'étaient particulièrement agréables pour me permettre de côtoyer une de leurs filles de mon âge, une jeune fille au regard clair dont les taches de rousseur me faisaient chavirer dans mes premiers émois de petit garçon qui dureraient jusqu'à l'adolescence pour cette sylphide au large sourire. Mais voilà, après le repas offrant sans doute à l'époque un couscous ou une choucroute, savamment préparé par ma mère, ma grand-mère et mes sœurs réquisitionnées, il était une tradition informelle autour du café pris entre adultes d'ouvrir ces boîtes à chaussures extraites du bureau en métal gris revenu d'Algérie en 1962 avec mon père, le capitaine. Y étaient entassées les photos de la famille, d'instamatique récents que j'utilisais déjà, jusqu'aux plaques émaillées à peine visibles d'ancêtres lointains, mais que l'on savait nommer, et de sépia du début du XXe siècle. Des personnages immortalisés là ont retrouvé certains traits chez mes 6 frères et sœurs, et bien sûr chez moi-même, scellant ainsi une filation sans le moindre doute sur plusieurs générations. À ce moment-là, je n'allais pas jouer avec ceux de mon âge et je préférais entendre raconter les anecdotes propres à chaque photo qui était comme tirée au sort dans une
loterie mémorielle où finalement tous ces fantômes étaient tous gagnants de revivre ainsi un instant avec nous. Tous étaient dignes d'intérêt, mais pour raconter une part de la généalogie du clan et de son intrication avec l'histoire dont la famille n'avait pas été avare de représentants héroïques et exotiques dont beaucoup étaient morts précocement. Cependant, parmi tout cela, deux personnages m'intriguaient particulièrement pour avoir une allure martiale dans des registres très différents, mais aussi impressionnants l'un que l'autre, et prompt à susciter également des réactions tout aussi opposées, auréolées d'un mystère palpable à l'apparition de leurs regards sombres fixant l'objectif. L'un d'eux avait été assez proche de ces jours de 1966 pour m'y retrouver photographié sur ses larges épaules avec mon petit frère, signifiant le réel colosse brun qu'était ce sosie d'Alain Delon, bodybuildé par Hollywood pour pouvoir jouer Tarzan. Son apparition engageait un silence général et un déni prompt à terre jusqu'à son seul prénom. Mais mon hypermnésie en gestation m'offrait déjà un doute, non pas quant à ce prénom que personne ne prononçait, mais sur la raison qui poussait les adultes dans ce mutisme gêné. Moi, je savais bien qu'il s'appelait Bob, car même si j'avais à peine 4 ans, sur la photo en 1961, je me souvenais bien de ce gentil gars toujours en treillis militaire, dans le décor de notre ancienne maison d'Herrères, qui portait le deuxième prénom de ma mère, un peu trop exotique au goût des communistes béarnais. Je vous en raconterai le détail de l'histoire une autre fois. Bob avait pour vocation de disparaître, pour échapper à quelque chose, ou à quelqu'un, ou peut-être les deux. En renvoyant sa photo au fond de la boîte à chaussures, il ne ressurgirait qu'à de rares occasions, que certains dans la famille ne voulaient vraiment pas partager. Bob disparut donc une nouvelle fois. À peine avais-je affirmé mon souvenir, et ne me doutant pas un seul instant qu'il réapparaîtrait 26 ans plus tard, en ouvrant cette fois une vieille caisse de munitions dont j'hériterais au décès de mon père, le capitaine. Mon père, le capitaine. Mais c'est une toute autre histoire, captivante et tout aussi improbable. Histoire dans l'histoire de la France la plus trépidante, dans l'histoire de la famille la plus secrète, qui méritera aussi des futures vidéos, et je ne vais pas m'en priver. J'en ai même écrit un ouvrage dans lequel cela prend 2 chapitres, je vous en parlerai plusieurs fois pour chercher encore un éditeur. L'autre personnage que ces boîtes de chaussures offraient à ma curiosité vraiment dévorante, ces dimanches-là, c'était ce pharaon. Le pharaon du titre de mes vidéos. Et à l'instar de Bob, il suscitait aussi un silence, mais d'une toute autre nature. Un silence empreint d'hésitation, à cette fois ne prononcer ce nom qu'avec
la gorge serrée, et pour en parler avec un doute permanent que cela fût bien réel, tant son histoire ne le semblait pas. Ce pharaon-là était un pilier émotionnel, et pourtant bien charnel de la famille, dont même le capitaine, aux 30 années de vraie guerre, ne prononçait ce nom qu'avec parcimonie, dans un respect inaltérable. Je vous concède qu'il est effectivement difficile d'imaginer qu'un pharaon, dont le dernier est mort avant Jésus-Christ, ait pu connaître un Noël apparu 400 ans après Jésus-Christ. C'est pourtant lui-même, bien sûr, avec ma voix, qui va vous délivrer le mystère de son histoire extraordinaire. Mais encore une fois, elle est bien réelle et vous allez comprendre le symbole qu'elle porte et pour ma famille et pour une France de 2025, reconnaissez-le, en perte de fondamentaux. Merci de vous abonner, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo podcast pour plonger au cœur de l'histoire de notre pays avec ce personnage unique. Je tiens à préciser que les droits de cette histoire, bien réelle, sont strictement réservés, mais que vous pouvez bien sûr partager cette vidéo podcast. À bientôt.